Bonjour et bienvenue, je suis Inès et vous écoutez Chamoisine. Pour cet épisode, je me suis rendue à Morez, ou plutôt Morez, dans le Jura, qui est le berceau de la lunetterie. J'ai visité le musée de la lunette, emblématique de la ville depuis 2002. C'est à cette date que l'opticien collectionneur Pierre Marly a fait don d'environ 3000 pièces, dont plusieurs centaines sont exposées de façon permanente au musée. De nombreuses lunettes anciennes et objets d'observation s'y trouvent. Cette collection vient s'ajouter d'ailleurs aux nombreuses machines de fabrication utilisées manuellement autrefois. Vous pourrez également découvrir le processus de fabrication d'une monture de A à Z. Le musée propose également des expositions éphémères. Chaque année, le thème est différent. En ce moment et jusqu'en janvier 2023, vous pouvez retrouver l'exposition Greenwashing que j'ai eu l'occasion de découvrir. On y aborde l'écologie en matière de fabrication de lunettes et de choix de matériaux, mais également de la durabilité des montures. De nombreuses marques sont présentées, avec parfois des matériaux utilisés qui sont un petit peu intrigants, comme des coquillages ou des algues par exemple. La prochaine exposition éphémère sera en 2023 et portera sur les 20 ans du musée. Le musée est un organisme vivant et je l'ai bien compris en rencontrant Manon, Maria et Candice, qui travaillent tous les trois au musée. Elles organisent de nombreuses activités en lien avec les expositions et qui s'adressent à tous les publics, enfants, étudiants en optique, opticiens, mais aussi des moldus qui viendraient pour découvrir le monde de la lunetterie. Le prochain événement se déroulera les samedis 17 et dimanche 18 septembre pour l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Si jamais vous n'aviez rien de prévu ce week-end-là et que vous avez très envie de découvrir le musée, eh bien je vous invite à y aller. Je pense que j'ai assez parlé et que vous avez hâte de découvrir l'épisode, donc je vous laisse écouter ça. Donc je suis avec Manon, Candice et Maria. On va discuter un petit peu, on va revenir sur l'histoire du musée et après on pourra parler du rôle de chacune dans le musée. Alors, pour commencer avec peut-être la naissance du musée. Tout à fait, on peut commencer par le début. Il faut savoir que depuis déjà fin des années 1800, il y avait un musée des beaux-arts ici à Morez, donc qui a accueilli une collection Jourdain. Il y a eu plusieurs salles d'exposition qui ont accueilli des horloges, mais c'est dans les années 1980 notamment qu'un premier musée de la lunetterie est apparu. C'est un groupement de lunettiers du Jura, surtout de Morez, qui ont pris la décision de regrouper des machines, des lunettes, pour mettre en avant ce patrimoine à une époque où il commençait à avoir un peu de difficultés. Donc ils ont créé un espace où ils ont mis en avant les techniques de fabrication, les machines, certaines marques. Ce musée, il est resté dans plusieurs endroits de la ville. Et puis, dans la fin des années 90, ils se sont décidés à créer un musée beaucoup plus conséquent, donc le musée de la lunette, qui accueillera la collection, mais qui a également permis d'accueillir la collection Essilor-Pierre Marly. Donc ça, c'est une histoire supplémentaire, puisqu'à l'origine, elle n'était pas inclue dans ce musée. Et puis finalement, à la fin des années 90, c'est des lunettiers d'anciens d'Essilor qui ont travaillé avec la société pour pouvoir accueillir cette collection qu'Essilor venait de racheter à Pierre Marly. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent beaucoup Pierre Marly, pourtant c'est un lunettier créateur qui est très connu dans le milieu, notamment parce que c'est le créateur des lunettes de stars comme Michel Polnareff, Jackie Kennedy, Giscard d'Estaing et Elton John, par exemple. Donc ce monsieur Pierre Marly, créateur, était également lunettaphile, et il a collectionné toute sa vie une collection absolument incroyable, puisque nous actuellement on en a 3500 à peu près qui sont conservés au musée. Et donc cette belle collection, Essilor l'a rachetée, mais il ne savait pas où la mettre, parce que ça fait quand même beaucoup de choses à conserver et à stocker. Et puis par chance, il y avait un musée de la lunette qui s'ouvrait à Morez, et donc en travaillant ensemble, Essilor a pris la décision de faire un dépôt au sein du musée, donc la collection leur appartient, mais on a pour mission d'exposer, de conserver et de mettre en avant cette collection à la fois dans notre parcours, mais également pendant nos actions culturelles ou nos expositions temporaires. Et donc le musée s'est conçu à partir de ces deux collections principales, c'est-à-dire celui du musée de la lunetterie et de la collection Pierre Marly. Et donc pour décrire un petit peu ce qui se trouve dans la collection d'origine, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de pouvoir la découvrir, et donc c'est vraiment toutes les machines qui étaient utilisées au départ. Donc comme tu m'as dit, qui sont en quasi-totalité les mêmes qu'aujourd'hui,
Sauf qu'aujourd'hui, tout est automatisé, alors fait. que là, c'est des machines qui étaient utilisées manuellement. Alors, il y a beaucoup de machines qui ont évolué, mais c'est vrai qu'il y en a encore certaines qui sont utilisées. Donc, tout le premier parcours du musée, en fait, c'est vraiment déjà de mettre en avant Morée, mais c'est aussi de mettre en avant comment étaient fabriquées ces fameuses lunettes morésiennes, puisque, information importante, on est un musée de la lunette, Morée est capitale de la lunette, mais en fait, la spécialité, c'était les montures métalliques. Monture, ça veut dire qu'il n'y a pas de verre. Et ça, c'est important puisqu'on n'a jamais fait de verre à Morée et que la spécialité, c'était vraiment la monture de la lunette en métal. Il faudra attendre un peu plus tard avec Oyonnax pour pouvoir avoir les fameuses lunettes en plastique. Et en plus de ces 2 collections permanentes, vous avez aussi des collections éphémères. Alors en fait, on a des collections qui sont en réserve. En fait, dans un musée, il y a à peu près 90% de la collection qui est en réserve. Le reste est exposé, donc nous, c'est à peu près le même principe. Ces collections qui sont en réserve, elles font partie des collections du musée, mais elles ne sont pas forcément présentées régulièrement. On fait tourner les pièces qui sont présentées dans l'espace permanent, mais ces fameuses pièces en réserve, on va les exploiter également pendant les expositions temporaires, pour les prêts dans certains musées, et parfois pour certaines animations, on va les mettre en avant. Elles ne sont pas utilisées, mais elles sont mises en avant pour que les gens se rendent compte aussi de tout ce qu'il peut y avoir comme trésor dans les réserves. Parce qu'il y en a, même si on ne les expose pas, il y a des pièces qui méritent aussi d'être mises en avant. Et comme ça, si on revient tous les ans, par exemple, on découvre toujours des nouvelles pièces. Complètement. Dans les expositions temporaires, le principe c'est vraiment ça, c'est de questionner par rapport à nos collections ou par rapport aux thématiques. Donc on peut partir soit d'une collection, d'une thématique, ça peut être, on peut partir de l'écologie, comme avec Greenwatching, l'expo qui est en ce moment. Là, on a travaillé un petit peu avec nos pièces de nos collections, puisque le principe de cette expo, c'était de mettre en avant la lunette, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'elle impacte. Donc pour comprendre la lunette aujourd'hui, il a fallu comprendre la lunette d'avant. Donc on a ressorti toutes les lunettes et leur matière qu'on a mis en avant, donc c'était l'acétate, le celluloïd, le nacre. On les a exposées dans cette exposition temporaire, juste pour ce moment-là, avec des lunettes contemporaines, elles qui venaient de près, de lunetiers qui ont participé à cette expo. Donc il y a un mix en fait entre ce que vous ressortez, ce que vous aviez déjà acquis, et le prêt de lunettes. Complètement. À chaque fois dans les expositions, on essaie de mettre en avant ce qu'on a, mais on essaie aussi de travailler avec d'autres personnes. Donc la plupart du temps dans les musées, on travaille avec d'autres musées, mais c'est vrai qu'on va aussi, comme on a la chance d'être un musée de la lunette, un patrimoine qui est encore vivant, de travailler avec des lunetiers qui vont pouvoir participer, mettre en avant leur travail. Parce qu'en soi, le musée de la lunette, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est un musée du passé, mais aussi du futur et du présent. Donc on peut exposer un petit peu toutes ces thématiques, et c'est ça qui permet de rythmer les expositions avec cette année une expo sur l'écologie, le futur, et puis l'an prochain une expo sur les 20 ans du musée qui mettra en avant la vie à l'époque des années 1900. Donc à chaque fois, on rythme par rapport à nos collections et aux thématiques. Et elles durent combien de temps à peu près les expos éphémères ? On est sur une durée d'un peu moins d'1 an. C'est un long travail de faire une exposition. Il faut imaginer qu'on met entre 1 et 2 ans à travailler sur une exposition, qu'on essaie d'en faire 2 par an. Donc c'est un long travail de préparation et beaucoup de demandes de prêt, de scénographie, toutes ces choses à faire. Donc elle reste à peu près 1 an, un petit peu moins en présentiel. Ok. Comme une petite équipe, donc du coup, on travaille les 3, et puis avec la directrice qui va bientôt arriver aussi. On sera 4 en fait pour préparer les prochaines expos. C'est vrai que ça demande aussi du temps vu qu'on est une petite équipe. Il faut aussi plus de temps. Et beaucoup aussi de temps de recherche. C'est pas aussi tout le côté personnel de gérer avec les musées et les prêtres, mais aussi beaucoup de temps de recherche et des choses que peut-être ils ne sont pas dans les livres forcément. Il faut aller chercher dans notre milieu, surtout quand ils ont fait. On est tous en fait chercheurs, on a tous fait des masters en histoire de l'art, en archéologie, et du coup on fait des vrais travaux de recherche. On a une thématique, il faut qu'on rencontre des experts, qu'on rencontre d'autres musées, qu'on pose des questions à des personnes qui ont pu vivre cette étape ou qui vivent cette étape. Ensuite, d'avoir tout ce travail de recherche, c'est tous les services qui sont impactés, parce que pour une exposition, il y a la recherche, il y a la scénographie, donc là ça impacte à la fois le service graphique et communication, ça va impacter les actions culturelles avec Maria, et ça impacte la communication, l'accueil des publics, tout le monde est vraiment
impacter et la programmation entière de l'année se conçoit principalement autour de ces expositions. À partir du thème de greenwashing, c'est vrai qu'on a pu construire toute une programmation d'animation et d'événements autour de cette thématique de l'écologie, de la lunetterie verte et ces choses-là. Qu'est-ce que vous avez fait du coup par exemple comme événement par rapport à l'exposition ? Au tout début, on a organisé la nuit des musées, on a fait dans la même journée le vernissage de l'exposition et la nuit des musées. Donc on a fait toute une soirée avec des visites flash, des visites thématiques autour des matériaux, mais aussi on a eu des ateliers de potager autour de l'écologie et aussi une compagnie qui venait de Besançon à faire un spectacle sur l'écologie et la classe verte. Et après tout l'été, par exemple, on a fait des ateliers de produits zéro déchet, des balades autour de plantes comestibles en partenariat avec les CPIE, que c'est une association pour la protection de l'environnement de Haute-Jura. Et aussi, en prenant la parole à ma collègue Candice, le fait de travailler avec des lunetiers, ça fait qu'ils peuvent aussi participer aux actions culturelles. Donc, ils vont venir aussi, il y a quelques lunetiers qui vont venir ici sur place pour les journées de patrimoine, pour mettre en avant son travail et pour faire une sorte d'atelier de pratique avec les personnes, les visiteurs, pour pouvoir montrer vraiment d'une façon pratique comment ils travaillent, les matériaux qu'ils utilisent et les processus de fabrication. C'est super. Et oui, les journées du patrimoine, c'est en septembre. Oui, c'est ça, en septembre. Ok. 17 et 18. C'est super parce que oui, donc j'ai vu, il y a des lunettes en bois, il y a des lunettes aussi avec du café, j'ai vu. Oui, avec café, des algues, avec les Ouais. coquillages. Ça, les coquillages, je savais, mais tu vois, les algues, je savais pas que ça se faisait. Donc c'est vrai que c'est bien, ça le rend encore plus réel et ancré dans le présent finalement. Oui. Le fait qu'ils viennent, eux, parler de leur marque, parler vraiment de eux, leur processus de fabrication, la réflexion qu'ils ont autour de ça. Oui, c'est Donc ça. c'est bien, vous faites vraiment des activités concrètes en fait autour des expositions. Ouais, on essaye de rendre les musées vivants. Un musée, c'est toujours un organisme vivant, mais oui, avec les actions culturelles, c'est la meilleure façon, avec les expositions et du coup les actions culturelles autour, c'est la meilleure façon de créer aussi des gens, des familles qui sont aussi autour du musée. Fidéliser le public aussi, c'est très important pour nous. Oui. C'est donc justement les personnes que vous recevez, en majorité, c'est des personnes fidélisées qui reviennent tous les ans, ou est-ce que vous essayez de toucher à chaque fois un nouveau public ? En soi, il y a vraiment le public scolaire qui est très présent, donc qui vient pour plusieurs actions culturelles comme l'œil et la main, la fête de la science. Donc c'est une grosse partie. En contact avec des écoles ? Oui, du coup, oui. Et vous essayez de les faire venir Là, les écoles viennent régulièrement. Pour eux, c'est vraiment important. C'est une sortie très importante aussi. On essaie de toucher la partie artistique et culturelle et aussi la partie scientifique. Donc, on a la fête de la science tous les années, on prépare des projets. Et aussi, l'œil et la main, c'est des ateliers où on fait appel à 2 artistes, normalement 2 Jura, qui travaillent avec nous. Ils lisent les collections ou les expositions temporaires. Et après, ils créent un atelier pour les scolaires et on le fait ensemble pendant 3 mois de l'année, entre janvier et mars normalement. Et ce travail cette année a donné des résultats vraiment incroyables qui ont été même exposés dans les salles des expositions parce que ça valait la peine de le faire voir pour le reste des visiteurs. Oui, c'est super, c'est bien parce que ça lie en même temps donc, une sortie culturelle, artistique et aussi autour de la science pour les enfants et en même temps ça met en valeur leur patrimoine, enfin le patrimoine de leur région. Oui, en fait, donc c'est super. Il faut qu'ils connaissent leur patrimoine et ce qu'on a comme chance avec un musée de la lunette, c'est qu'on n'a pas que des lunettes et qu'au niveau des thématiques, bien sûr il y a le patrimoine maurésien, mais on va avoir tout ce qui est scientifique, tout ce qui est artistique avec le design, on va avoir le côté historique avec l'histoire de la ville, on peut retrouver vraiment la mode, le sport, la science, toutes ces thématiques dans n'importe quel atelier et finalement ça redynamise tous les ans les actions et surtout l'intérêt des enfants quand ils viennent au musée, ils savent qu'ils peuvent voir des choses complètement différentes à chaque fois et les instituts aussi. Et des fois on trouve qu'il revient avec ses familles. Donc les enfants viennent pendant les ateliers qu'on fait en été, que c'est pas dans les cadres scolaires. C'est ça qui est bien, au moins ça leur a vraiment, ils ont accroché quoi. Oui. Et est-ce que vous avez aussi des meilleurs ouvriers de France, des artisans lunetiers, peut-être qui s'intéressent à la vie du musée, qui viennent aussi Alors on a la chance d'avoir l'école de MOF
qui est pas très loin. Donc certains viennent en autonomie depuis l'école voir découvrir le musée, d'autres viennent carrément avec l'école, ils découvrent le musée. On a le lycée aussi Victor Bérard, où c'est des étudiants opticiens et des étudiants Greta qui font la démarche aussi, soit avec le lycée, soit par eux-mêmes, de venir découvrir le musée. Et il y a les entreprises du secteur qui viennent régulièrement en groupe ou avec leurs invités, avec leurs partenaires, découvrir le musée en petits groupes, souvent étrangers, puisqu'ils travaillent énormément avec la Turquie, avec la Russie, avec d'autres pays. Donc c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des lunetiers qui continuent de porter ce patrimoine, des opticiens qui, quand ils viennent ici, ont un vrai intérêt à découvrir le musée. Et c'est ça qui fait la diversité du public, c'est qu'on a des professionnels et des non-professionnels et du coup une curiosité qui est complètement différente à chaque fois. Et c'est pour ça que le travail, c'est aussi d'essayer de créer des animations et des projets qui puissent plaire à tout le monde, mais pas au même moment du coup, parce que sinon on peut jamais plaire à tout le monde d'un coup. Donc toute l'année, le travail, c'est d'essayer de réfléchir à des choses plus scientifiques ou des choses plus liées aux familles, par exemple, pendant l'été. Et donc ça, c'est votre travail surtout à toutes les deux, c'est ça? C'est ça. Manon et Maria. Oui, surtout celui de Maria. Après, je l'aide aussi. Oui, on travaille beaucoup en collaboration. Du coup, maintenant, c'est Manon aussi qui fait toute la partie communication, que c'est vraiment indispensable, parce qu'on peut préparer un très bon événement, et si on n'a pas une bonne communication, ça sert à rien. C'est vrai. Comment ça se passe? Parce que donc par exemple, si on prend la collection éphémère, tu m'as dit que c'était préparé 1 à 2 années à l'avance, le temps de contacter, de réfléchir au projet, de contacter les personnes, etc. Et donc du coup, comment ça se découpe pour vous, le travail entre vous? En fait, tous les 5-6 ans, on crée un programme d'action culturelle et scientifique. Donc sur 5 à 6 ans, on sait dans quelle direction on va, quelle exposition sera faite. Pour les thèmes. Pour les thèmes et autres. Et donc chaque année, le projet, on anticipe les mois et les années, la période avant, pour avoir des actions culturelles qui vont être en lien avec ces futures thématiques. On a une certaine régularité dans les animations, donc on sait à peu près à quelle période il y a quoi. Et par rapport aux expositions, à chaque fois, il y a le même principe, mais qui est juste repensé différemment avec la thématique. Mais on sait par exemple qu'en 2023, c'est les 20 ans du musée, donc il faudra évidemment une exposition dans un thème qui met en avant la ville. Et en 2024, c'est les JO, donc on aura une exposition autour du sport. Après, pour les années d'après, on garde ça encore secret. Une fois que vous avez le thème, vous savez à peu près quel type d'activité faire, quelle activité touchera quel public, etc. Et ensuite, qu'est-ce qui se met en place? Ensuite, on cherche des partenaires, des artistes, ou artistes plasticiens, ou artistes qui travaillent du théâtre, artistes scénographes, du coup, des arts vivants, et avec qui on peut travailler. Donc, quand on a une idée, on cherche une personne qui peut travailler plus ou moins sur notre idée, et du coup, bien sûr, on est aussi ouverte à des propositions. Mais donc, ça, c'est ce qu'on doit faire en avance, parce qu'au moins 6 mois en avance, normalement, il faut avoir, si on va avoir une intervention d'un artiste, il faut avoir déjà un contrat ou au moins quelques travaux déjà faits. Et après, on continue avec les détails. Normalement, on travaille ensemble pour créer les ateliers, les types de visites, la communication et tout ça. Et du coup, toi, Manon, au niveau de la gestion de la communication, donc je sais qu'il y a les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Du coup, Instagram, Instagram Facebook, et Facebook, etc. Oui, Instagram plus récent que Facebook, mais du coup, c'est vraiment, je pense, le réseau qui est nécessaire, parce que ça fonctionne à base d'images, donc c'est quand même la base d'un musée. Donc voilà, c'est vrai qu'Instagram, et puis en plus, on est une équipe jeune, on maîtrise aussi pas mal les réseaux, donc on sait comment les utiliser, comment tirer profit de ces réseaux-là pour attirer un nouveau public, justement, peut-être plus jeune qu'avant. Tout à fait. Et après, est-ce qu'il y a d'autres communications qui se font? Les radios? Ouais, les radios. Radio locale, du coup? Oui. Ok. Les journaux, la télé. On a France 3, France 2, TF1 qui viennent faire des reportages. Qui viennent faire des reportages tous les ans. On a plusieurs reportages. Courts ou longs, selon soit c'est sur le musée, soit sur une saison pour présenter l'été, soit c'est sur une expo temporaire, ça dépend de la demande, et c'est des bons supports parce que ça permet de montrer que le musée
est présent et que ça donne une image au public, hein. Il se rend compte, il peut visiter en même temps le musée et voilà, découvrir un petit peu à quoi ressemble le musée de la lunette. Donc effectivement, donc moi je suis responsable de la boutique, de la billetterie boutique, et une de mes missions c'est de moderniser aussi la boutique, qui a besoin d'être modernisée justement pour que ce soit plus actuel, pour correspondre justement à aussi un public peut-être plus jeune, donc proposer des produits plus modernes comme des gourdes, des trousses, des carnets, des stylos, des tote bags. Des tote bags évidemment. Et puis voilà, donc ces produits-là que j'essaye de faire correspondre avec les expos temporaires. Donc là en l'occurrence, les gourdes et les trousses dont je te parlais, c'est en rapport avec greenwashing. Donc ce sont des produits fabriqués en France, en coton bio, en PET recyclé. Donc voilà, j'essaie de faire en sorte aussi, c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur, de proposer les produits les plus locaux possibles, parce que les gens commencent à prendre conscience qu'il faut vraiment acheter français. Voilà, c'est aussi une façon de respecter la planète. Et effectivement, là, on voit bien le fait de mettre en lien et les enjeux actuels et ce qui se passe vous au niveau des expositions. Donc là c'est vrai qu'on voit très très bien le lien. En fait il faut se rendre compte que la définition du musée elle évolue constamment. Un musée il y a 20 ans il n'a pas du tout les mêmes objectifs qu'un musée aujourd'hui. Et aujourd'hui on est dans une société un peu particulière qui a des demandes et des besoins différents, mais il faut aussi répondre à des questionnements qui sont importants comme l'écologie. Donc tout ça c'est à prendre en compte dans les publics, dans notre manière de faire des expositions. Dans une exposition temporaire, on ne va pas juste mettre des vitrines et des objets dedans, il faut qu'il y ait une scénographie qui soit ludique, instagrammable, il y a toutes ces choses qui doivent être prises en compte. Et à chaque fois, le musée il se redéfinit sur ses objectifs et de quelle manière on veut que notre musée soit vu et soit apprécié. Pour l'année prochaine, pour la prochaine exposition qui sera donc l'année prochaine, ce sera sur les 20 ans du musée. Du coup, les 20 ans de la collection... Alors c'est vraiment les 20 ans du musée global. Donc en fait le musée s'est vraiment créé au moment où a été au moment où le musée a ouvert, il y a eu les deux collections en même temps. Donc il s'est vraiment conçu, il a commencé sans Essilor Pierre Marly, mais très rapidement il s'est intégré et du coup tout le musée a été conçu avec ces collections-là. Donc pour l'an prochain, l'idée c'est vraiment de mettre en avant davantage le Moret, son patrimoine, mais on a voulu un peu... faire l'inverse, prendre le contre-pied de notre thématique habituelle, donc ce qui va être l'horlogerie, la lunetterie, l'émaillerie, tous ces thèmes qui sont assez récurrents dans ce patrimoine maurésien, et justement de mettre en avant Moret. Moret au moment de cette période d'or, comment on y vivait, comment on s'habillait, quel sport on faisait, qu'est-ce qu'on avait comme activité. Donc on voulait recréer presque comme une reconstitution historique la vie en 1900. Et l'objectif, ça sera vraiment ça dans les deux parcours d'exposition, puisque ça va être une grande expo qui va prendre 2 espaces. On va mettre en avant toute cette vie et on pourra avoir la chance d'avoir des événements en lien avec cette reconstitution historique, avec le passé, avec la vie d'époque. Et c'est ça qui va être intéressant pour nous, parce qu'on va aussi pouvoir travailler avec les Maurésiens, en leur demandant s'ils ont des objets à prêter pour l'exposition ou s'ils ont des mémoires, parce que leurs grands-parents ou leurs parents leur ont parlé de cette époque. Donc c'est un beau travail pour nous, pour mettre en valeur le musée, autant pour la ville que pour les Maurésiens. Et ça change du coup, encore une fois, ça changera de l'expo qui est actuellement et ça sera encore différent de l'expo d'après. Complètement. Donc c'est bien, on fait exprès d'avoir quelque chose de nouveau et surtout on essaie de surprendre, parce qu'il y a... Le problème des musées, c'est qu'on les sacralise beaucoup. Les gens ont souvent peur d'y aller, de se sentir bête, de pas savoir, ou de s'ennuyer aussi. Hein. Et l'idée, c'est de leur montrer qu'en fait, les thématiques, elles peuvent complètement nous impacter, qu'on peut parler de l'écologie, qu'on peut parler de la vie, et chacun peut y trouver son compte. Donc, on veut vraiment montrer que le musée de la lunette, c'est un endroit dynamique. C'est un endroit où il y a des choses jeunes, qu'il y a des choses modernes, et on s'adapte aussi à nous, ce qu'on aimerait voir dans un musée, et puis ce qu'on nous demande, ou les retours réguliers qu'on peut avoir de ces publics. Et qu'est-ce que vous avez comme retour justement En fait, en général,
Quand les gens arrivent au musée, ils viennent plus par curiosité, à moins que ce soit effectivement des gens du métier qui, pour le coup, vraiment s'intéressent aux lunettes. On a, par exemple, dans cette période estivale, beaucoup de touristes qui arrivent, qui disent bon, il y a un musée, on va aller voir ce que ça donne, pas forcément par intérêt pour la lunette, mais ne serait-ce que pour faire une activité avec les enfants ou ce genre de choses. Et donc, ils ne s'attendent pas forcément à quelque chose d'extraordinaire. Et en fait, quand ils sortent du musée, ils sont très contents, très surpris du contenu du musée. Que de façon tout à fait objective, moi je le trouve vraiment super. Même avant de venir travailler ici, je ne me doutais pas que ça puisse être aussi passionnant en fait de travailler dans un musée de la lunette. Et donc c'est vrai qu'on a souvent des bons retours des publics, que ce soit les familles, même des fois les étudiants. On a quand même un large public qui est toujours très content de Je crois que la phrase la plus régulière qui est dite, c'est « on s'attendait pas à ça ». Oui, c'est vrai. Et c'est ça qui est intéressant, parce que du coup, on sait qu'on a réussi notre challenge. Ouais, c'est ça. Et qu'ils sont contents de leur expérience. Et ça, je pense que c'est tout votre travail de chercher à vous renouveler, de chercher à être vraiment collé à l'ère du temps et tout ça. Je pense que ça porte ses fruits. Merci. Pour nous, c'est aussi très important le fait de rester un lieu culturel et comme on parlait avant, surtout avec les scolaires, parler de leur patrimoine et peut-être ça c'est un peu utopique, mais essayer de faire comprendre que tout le monde a sa place ici. Tous les Mauriciens, n'importe quelle origine, n'importe quelle classe sociale, n'importe combien d'argent ils sont ses parents. Donc ça, c'est un travail qu'on essaye de faire, vraiment, et qu'on espère que ça aura un impact dans le futur. Donc ces personnes, quand ils seront plus grands, ils pourront continuer à venir avec sa famille et pourront trouver toujours quelque chose d'intéressant ou enrichissant dans les musées ou dans les actions culturelles. Puis peut-être que vous faites naître des vocations aussi d'opticiens ou d'artisans. Il y en a beaucoup, parce que beaucoup de parents sont dans le milieu de l'optique ou de l'horlogerie, ça dépend. Donc il y en a beaucoup qui connaissent déjà assez bien ce milieu artisanal au départ. Donc ils sont assez vite intéressés. Oui. Il y a aussi des collégiens qui ont adoré. On a fait un atelier avec une bonne artiste, Marion Brandt, une artiste d'ici, de coin, et sur les gravures. Et du coup, il y a un groupe de collégiens qui ont tellement aimé qu'ils sont venus un autre jour sans les profs, seulement parce qu'ils voulaient continuer à faire. Donc, ils découvrent aussi d'autres techniques artistiques, peut-être pas que la lunette, mais aussi d'autres patrimoines culturels. Ça leur fait découvrir l'art aussi. Ouais. Donc, ils se souviendront peut-être que d'une ou deux choses, mais peut-être que ou deux choses leur suivront toute leur vie et ça marquera leur éducation avec leurs enfants ou leur manière d'aller faire du tourisme, peut-être. C'est vrai. Le musée, il se constitue à partir de dons. Donc tout au long de son histoire, il reçoit des dons, que ce soit une lunette, une horloge, des choses comme ça. Nous, en tant qu'experts, on doit choisir si on accepte ou pas le don parce qu'il faut qu'il y ait un intérêt patrimonial. Parce qu'à partir du moment où l'objet est entré dans nos collections, il devient inaliénable et imprescriptible. Donc il ne bougera plus jamais, il est protégé et il sera, s'il a des soucis, il aura une sécurité, comme une assurance vie en fait. Et donc, quand un lunetier nous fait un don, une lunette qu'il souhaite offrir au musée, ça rentre dans nos collections et ensuite on les exploite à la fois pour les collections ou pour l'espace permanent, les expositions temporaires. Et puis, c'est un énorme travail de nos collections pour les générations futures. Qu'en soit, un musée, ça a 3 fonctions. C'est conserver, enrichir et diffuser. Donc la fonction de conserver, c'est pour les générations futures. Et c'est pour ça qu'il faut que les lunetiers ou n'importe qui, personne lambda, n'hésite pas à donner leurs lunettes actuelles au musée parce que ces lunettes, dans 50, 100 ans, ça sera les lunettes vintage de nous aujourd'hui. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte, mais ce patrimoine, il peut être vite perdu parce que c'est un objet de consommation qui est assez important. Et finalement, il y a des pièces qui peuvent être très, très intéressantes. Et surtout, il faut que nos générations futures se rendent compte de ce qui se passait dans les années 2020 à Morée. Donc le musée, il est ouvert aux dons Continuellement, si quelqu'un pense avoir un objet intéressant ou même s'il pense que c'est nul, il peut aussi proposer parce que ça arrive souvent. L'objet peut être une ancienne machine pour les verres ou ça peut être des documents d'archives, des lunettes, la carte d'identité du grand-père qui était lunetier. Tout peut être intéressant. Tout vous intéresse. Complètement. Là, on a eu la chance avec l'exposition Greenwatching d'avoir des lunetiers qui ont fait des lunettes sur mesure
uniques, parfois gravées avec le nom Musée de la Lunette. On remercie Jam Vision pour ça par exemple, ou Akino. Et ces lunettes, elles vont rentrer dans les collections du musée et on va les garder pour toujours. Donc tous les lunetiers, en fait, on est là pour mettre en avant leur patrimoine. Donc si ils veulent que leur patrimoine perdure pour les générations à venir, on est la ressource essentielle pour ça. D'ailleurs, en parlant de mettre en valeur ce patrimoine, de mettre en valeur ces marques, tous les mercredis sur Instagram, je mets en valeur justement les marques qui sont exposées dans le cadre de l'expo Greenwatching. Donc suivez-nous sur les réseaux. Moi aussi, je vous invite à suivre le musée sur les réseaux parce que Greenwatching, elle dure quelques mois. Là, elle est toujours en cours, oui. Mais que jusqu'à début 2023. C'est ça. Et ensuite, du coup, elle sera plus accessible et on passera à la collection d'après. Et donc, pour être en contact avec des lunetiers ou pour trouver des montures, ce genre de choses, est-ce que vous allez par exemple au Silmo ? Tout à fait. Donc on est au Silmo depuis quelques années maintenant. On est invité par l'association Silmo à réaliser une exposition avec en partenaire d'espace le musée de la plasturgie à Oyonnax. Donc tous les deux, on crée notre propre exposition temporaire pour 5 jours et on essaie de mettre en avant les collections du musée. Donc par exemple cette année, on joue un peu avec notre image de musée. Et on y va en recréant un petit musée des beaux-arts et en y associant nos plus belles collections, des dons qui ont été faits récemment au musée, donc des pièces qui peuvent être réalisées par certains MOF ou des pièces vintage des années 50 avec des paillettes et autres. C'est des belles pièces presque artistiques, donc voilà, on voulait vraiment mettre en avant le musée comme un lieu porteur d'une identité moderne, d'une identité patrimoniale lunetière et de jouer vraiment sur cette image de musée un peu cliché qu'on peut avoir avec les tableaux, les sculptures. Ça marche. Et du coup, donc c'est la plasturgie à Oyonnax. Donc c'est un lieu de fabrication. Alors à Oyonnax, c'était la vallée de la plasturgie, donc c'est à l'endroit où en fait ils ont fait un peu concurrence à Morée en faisant des lunettes en plastique. Donc nous on faisait métal, eux ils faisaient plastique, puis il y a eu un travail qui a été fait pour que chacun amène la technique à l'autre. Et donc à Oyonnax, c'était vraiment la fabrication de lunettes déjà en celluloïd, puis après les lunettes en acétate. Et aujourd'hui encore, entre Morée et Oyonnax, c'est 80% de la fabrication française de lunettes qui est faite, donc 10 millions à peu près. Et c'est pour ça que c'est un beau partenariat d'être présent avec le musée de la plasturgie, puisque à nous deux, on porte ce patrimoine lunetier du secteur. D'accord. Donc du coup, on pourra vous retrouver au Silmo. Tout à fait. Et vous faites une exposition... Alors, elle n'est pas conjointe, okay. Mais chacun a un peu sa thématique et on sait un petit peu l'esthétique et les projets de l'autre puisqu'on travaille ensemble et qu'on échange beaucoup. Ok, super. Bon, bah, du coup, je vous invite aussi à retrouver le musée de la lunette au Silmo. Et du coup, vous y êtes tous les jours ? Oui. L'expo, elle y est on l'a construit le jeudi. Je savais même pas que vous étiez au Silmo. Là, on était dans un coin caché et cette année, il paraît qu'on est au milieu. Mais c'est super intéressant. Et vous faites d'autres salons aussi ou pas du tout ? Non, c'est vraiment la priorité parce que c'est un gros travail de préparer une exposition pour quelques jours. C'est vrai. Donc c'est vraiment ce salon qui est la priorité. C'est le plus grand salon. Peut-être qu'un jour, on aura la chance d'être invité au Mido, mais pour l'instant... On laisse la place au musée italien pour ça. Et donc vous, toutes les trois, vous êtes donc vous avez une formation dans l'art. L'histoire de l'art. Oui. Dans l'histoire de l'art. Donc comment vous vous retrouvez à travailler pour le musée de la lunette ? Alors moi j'avoue c'est un petit peu par hasard. J'étais dans la région et puis pour tout vous dire j'ai travaillé dans des instituts d'art contemporain. Donc dans l'absolu rien à voir avec les lunettes. Et en fait quand je me suis aperçue qu'il y avait des collections très contemporaines, de lunettes très contemporaines, très modernes dans ce musée, je me dis finalement on peut carrément trouver un lien avec les études que j'ai faites. Mais sinon le fait d'arriver au musée de la lunette c'est vraiment un hasard. J'habitais dans la région, j'ai trouvé cette offre d'emploi sur Facebook et voilà je suis arrivée là. Mais je regrette pour rien au monde. Je crois que c'est le poste dans lequel je me suis la plus épanouie depuis mon arrivée dans le monde professionnel. Donc, Ouais, super. Et toi, Maria ? Et moi aussi, ça a été par hasard. Et oui, moi je suis espagnole, mais j'ai fini mes études à Paris, je travaillais déjà là. Et après l'été dernier, j'avais un travail comme guide près de Lyon. Ici ?
Non, près de Lyon? Oui. Ok. Et j'ai décidé que je voulais rester en France. Donc j'ai postulé à 2-3 musées, un peu dans des endroits différents. Et cette poste, ça m'attirait beaucoup, mais je ne connaissais pas forcément les musées avant. Je les visitais les jours avant de passer mon entretien. Okay. Donc j'ai eu la chance d'être prise. Et pareil, comme Manon, je me sens vraiment très très chanceuse de travailler ici. J'adore les postes que j'ai, les échanges que je peux avoir avec les artistes, avec les gens, et aussi travailler dans cette équipe merveilleuse. Des femmes jeunes qu'on veut apporter les musées dans les nouveaux temps modernes et qui aussi, je pense qu'on se comprend bien entre nous. Donc ça c'est tout un vrai plaisir, une récompense personnelle très forte de travailler ici. C'est vrai qu'en tant qu'historien de l'art, on est tous intéressés par le patrimoine et on a tous un côté curieux. Donc quand on arrive dans un musée un petit peu avec thématique particulière, c'est assez stimulant parce qu'on c'est comme tout recommencer, mais on a quand même des missions pour lesquelles on a été formé, que ce soit les actions culturelles ou la gestion des collections. Donc on a notre appétence, notre compétence, et puis à côté de ça, on a ce nouveau challenge qui est hyper stimulant et qui, du coup, on devient des vraies expertes de l'optique et de la lunette. Pour moi, c'était un vrai challenge. Quand je suis arrivée ici, je me suis mis à essayer de lire tout ce qu'il y avait sur les lunettes parce que je me suis dit sur la collection, sur l'optique, pour pouvoir apprendre au maximum, pour après pouvoir développer le travail, bien sûr. On a la chance aussi d'avoir un prof de lycée qui collabore avec nous pour quelques actions culturelles, notamment la fête de la science. Et c'est aussi très utile, avoir une personne vraiment technique qui peuvent nous aider à développer tous les projets un peu plus scientifiques. Et vous avez aussi du coup quelqu'un qui est là pour l'été, enfin, ou c'est que l'été ou c'est pour l'exposition? Alors pour l'été, oui, exactement. Donc cette année qui est médiateur et qui est présent pendant la haute saison. Donc là, ce sera de juin à août, mais ça va jusqu'à septembre. Il est présent vraiment pour travailler principalement sur la médiation ou les ateliers parce que c'est une période où la programmation est plus dense, plus chargée et il faut aussi continuer à travailler sur les futures programmations. Donc il faut un petit peu plus de monde pour un petit peu plus de public. Très bien. Et est-ce que vous prenez parfois, je sais pas, des étudiants en optique ou des opticiens pour faire les visites? Alors pas pour faire les visites, mais on a un partenariat avec le lycée Victor Bérard où il y a un étudiant qui est recruté à l'année pour travailler tous les week-ends au sein du musée. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il est compétent pour expliquer aux visiteurs s'ils ont des questions, et puis nous, il peut même nous accompagner, parce que quand on a des questions d'optique, on va le voir. Non, c'est super, c'est bien. C'est bien, comme ça vous restez aussi en lien avec le lycée, et puis du coup avec les étudiants. Exactement. Oui. On fait pas mal aussi des projets avec eux. D'un point de vue des profs d'art plastique, mais aussi des profs de bac pro, lunetière et opticien. Bon, en tout cas, très intéressant. On voit que vraiment ça couvre, enfin, comme vous dites, le musée il est vivant et il cherche à faire qu'il y ait des activités, le lien avec autant des professionnels que des étudiants. C'est exactement l'objectif. Et même pour moi, honnêtement, du coup, ce que je disais, c'est que moi je suis opticienne et maintenant je travaille dans un cabinet d'OPTA. Donc je suis vraiment partie dans la santé visuelle. Et c'est en faisant les podcasts où il y a notamment un meilleur ouvrier de France qui est passé dans le podcast et aussi une opticienne qui a fait le bachelor créateur. Et en discutant avec eux, même si je les connaissais dans la vie de tous les jours, en fait, ils m'ont raconté des choses et je me suis dit, mais c'est vraiment des artisans en fait. Et voilà. Et ce côté-là, comme moi, j'ai beaucoup moins aujourd'hui. Parce que par défaut, je côtoie plus des personnes dans la santé, et puis mes études, c'était dans la santé, etc. Donc c'est hyper intéressant de retrouver ça. De voir aussi, et de voir le lien qu'il y a finalement. Parce que c'est vrai que là, vous avez aussi la partie sur la vision, sur l'anatomie de l'œil et tout. Donc c'est diversifié. Ouais. Et je trouve que le musée, du coup, il est assez à l'image de la profession aujourd'hui, parce que vous avez la représentation de l'œil, le côté un peu santé, et le petit espace chez l'opticien, comment ça se passe, le petit fauteuil, cet examen de vue. Et puis, il y a la collection permanente avec la partie sur la fabrication, la partie sur les objets anciens, etc. Et puis l'expo en ce moment, Greenwatching. Donc non, je trouve que c'est vraiment à l'image du métier. Non, vraiment. Merci beaucoup pour votre participation. Merci à toi. Merci à toi. Oui. On est toujours ravis.
Vous venez de découvrir les coulisses du musée de la lunette. Très moderne et vivant, je trouve qu'il représente bien les enjeux de la profession et il est vraiment très agréable à visiter. Comme vous l'avez compris, le musée fonctionne avec les dons, alors si vous avez des objets qui pourraient les intéresser, n'hésitez pas à les contacter. Je remercie énormément l'équipe du musée qui m'a accueilli, qui a passé du temps avec moi et qui m'a permis de découvrir le musée dans son ensemble. Je reviendrai bien sûr pour la prochaine exposition, pour les 20 ans du musée. N'hésitez pas d'ailleurs à passer les voir au Silmo fin septembre si vous y êtes. J'espère que cet épisode vous aura plu. À bientôt dans Chamoisine. Like a map with no